On est incapable, nous devons le reconnaître. Peu importe le chef d'État que vous mettrez en place. Incapable de protéger nos citoyens. Non, pas de protéger. On est incapable physiquement d'engager, je dirais, un combat avec les grandes puissances. Il nous faut de la technicité. Et la première technicité, c'est qu'il nous faut avoir une diplomatie forte. Je suis dans la réalité. Moi, je ne suis pas dans les sentiments. Même vous, M. Manyong, si vous étiez président de la République, dites-moi, pourquoi voulez-vous que sacrifiez votre population pendant que vous savez, ces gens-là que je suis en train de chasser reviendront après quelques temps? Donc, vaut mieux qu'ils restent là parce qu'ils reviendront. Pas vaut mieux. Il est préférable de ne pas tuer, d'engager un combat qui va tuer ma population pour rien, en attendant de rassurer la diplomatie. Et une fois nous gagnons en diplomatie, et nous pouvons maintenant engager un combat. Mais ils sont là, ils tuent la population toujours. Non, M. Manyong. Là, on 23 je suis dans la population. Il n'y a pas quelque chose qui nous gangrène comme cette réalité. Très bien. Quelle est la solution selon vous? Heureusement, je suis ici, je ne peux pas vous poser des questions. Voilà. Mais votre cœur peut répondre. Vous êtes humain comme nous. Quelle serait la solution? D'où je dis, c'est une procédure qui fait mal, mais c'est la procédure la plus réaliste. Et cette procédure, permettez-moi là, le président Félix Tshisekedi l'a trouvé. Il a trouvé la réalité de l'Est. La diplomatie. Non. Lorsque le président est arrivé, il y avait une diplomatie silencieuse. Si aujourd'hui même, on reconnaît, la communauté internationale, des instances, arrivent à reconnaître l'agression rwandaise, c'est grâce à la diplomatie. Qui jusqu'à là n'éprouve rien sur le terrain. Comment ça n'éprouve rien, monsieur? Les territoires ne sont toujours occupés. Mais exactement, c'est vrai. Il y a un peu de lenteur. Mais dès lors déjà il y a reconnaissance qu'il y a agression, c'est déjà un progrès. Parce que hier, même le fait de reconnaître cette agression n'existait point, n'était point cohérent. On ne pouvait pas parler de l'agression rwandaise. Je suis ici en train de vous faire voir, très bien, dans la pratique, ce qui pose problème, mais aussi vous faire voir à combien de fois notre constitution ne favorise pas le FARDC de pouvoir lutter conformément comme il se doit. Pour lutter, il nous faut des routes. Voyez-vous? Très bien. Bon, on en manque de routes. Pendant que nous manquons de routes, rien qu'avec 1 milliard, M. Manyong, on pouvait vraiment régler la question des routes dans notre pays. Mais bizarrement, on a perdu des 5 milliards dans des détournements. La Constitution est passive. Voici pourquoi je parle de mauvais hommes, mais en même temps aussi de la Constitution. Mais s'il faut maintenant changer la Constitution pour mettre en place des tests qui combattent pour l'intérêt national, pourquoi pas? Je ne suis pas ici en train de défendre le président Félix. Je ne suis pas ici en train d'applaudir la gestion du président Félix Tshisekedi. Mais j'ai reconnu les failles de notre Constitution. Graver les détournements des deniers publics dans les marbres. On parle du changement, de la révision de la Constitution. Et pourquoi pas réfléchir sur les fonds, sur l'argent, sur les détourneurs qui, entre guillemets, escroquent, pillent les fonds de l'État. Et pour en parler, je suis ici avec Div, plutôt je l'ai dit, Kazadi, que je dis bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Manyong. Et bienvenue dans cette émission Exprimez-vous. Merci. Merci à vous aussi de m'avoir invité. Je ne pouvais que l'honorer. Très bien, merci beaucoup. D'abord, quelle impression? C'est votre première fois ici à la radio Afro Diaspora Média. Quelle est votre première impression? Non, je suis content. J'apprécie l'emplacement, j'apprécie la qualité. Et j'espère que nous serons à l'auteur de ceux qui nous suivent. Très bien, merci beaucoup. Nous serons à l'auteur de vous, chers auditeurs et intrants de partout dans le monde. Déjà, si vous allez nous suivre sur YouTube, merci de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Cela vous permettra à chaque fois que nous avons émission, vous serez notifié. Pour débuter, quelle lecture faites-vous de cette formulation provocatrice que je peux dire, graver les détournements des deniers publics dans le marbre? Dans la Constitution, s'agit-il d'un appel à constitutionnaliser des sanctions d'une sévérité historique ou d'un simple aveu d'impuissance face à une corruption systématique? Déjà, M. Manyong, on ne peut parler de l'infraction liée au détournement des deniers publics sans parler de la loi pénale, le code pénal de 1940. Aujourd'hui, je peux vous dire, avec une certitude légendaire, que le détournement des deniers publics nous fait autant mal que l'agression rwandaise. Et si ça ne marche pas, c'est parce qu'il y a des failles structurelles.
en ce qui est en lien avec notre code pénal. Nous devons faire de notre mieux que nous puissions avoir un test constitutionnel qui combat pour l'intérêt national. Ces failles structurelles de notre code pénal est exploitée par des mauvais politiciens. Depuis un moment, sur la scène politique, il y a un langage que j'attends très souvent, que le Congo a un problème d'homme. Mais moi, je peux vous dire que le Congo a un problème d'homme, mais aussi des tests. Le mauvais homme exploite les mauvais tests. Le bon test combat le mauvais homme. Et on ne peut pas croire au bon vouloir de l'homme. L'homme n'est pas bon dans sa nature. Je peux prendre l'exemple de Howard Bloom qui nous le fait comprendre. Que le mal est intégré dans la partie biologique fondamentale de l'être humain. Dans son livre, Le principe de Lucifer. Dois-je parler du Saint Paul qui parle du péché originel? Ça serait un peu bizarre que nous puissions espérer avoir des politiciens bons. Aujourd'hui, il y a l'opposition qui veut avoir le pouvoir. Mais nous constatons une chose. Dans cette même opposition, dans leur propre parti, il y a des détournements liés à la mobilisation, à la sensibilisation. Ce sont ces mêmes cadres qui détournent aujourd'hui, qui seront demain à diriger les Congos. Pensez-vous qu'est-ce qu'ils vont faire du Congo? Donc par là, vous affirmez que le Congo a un problème d'homme. J'affirme que le Congo a un problème d'homme, mais aussi il a un problème de test. Mais non, le bon test combat le mauvais homme. C'est ça la petite nuance. Donc nous manquons de bons textes. Nous manquons de bons tests et maintenant, ce sont ces mauvais tests qui favorisent l'exploitation des mauvais hommes. Le mauvais homme exploite le mauvais test qui se trouve dans notre pays. Si on avait de bons tests, certainement, on allait limiter ou encore réduire les plusieurs dégâts dans notre pays. Entre autres, le sujet du jour, les détournements des deniers publics. Donc, moi, je ne suis pas ici uniquement pour dire que le Congo a des mauvais hommes, il faut tout simplement changer d'homme. Si nous changeons les hommes au sommet du pays, sans améliorer nos tests, sans mettre en place des tests qui combattent pour l'intérêt national, il est utopique qu'on espère le développement. Vous avez parlé des bons textes, mais l'arsenal pénal congolais actuel réprime déjà sévèrement les détournements des deniers publics, notamment l'article 145 du Code pénal. Pourquoi ces lois semblent-elles inefficaces au point que certains réclament un verrouillage directement dans les textes constitutionnels? Donc pourquoi les lois que nous avons, j'ai évoqué notamment l'article 145 du Code pénal, qui, entre guillemets, répriment déjà sévèrement les détournements? Comment ces textes, selon vous, donc s'il faut aller dans votre logique, ces textes ne sont pas bons, il faut des bons textes pour réprimander, entre guillemets, les détourneurs. Comment ces textes semblent être inefficaces? Je souhaite vous répondre techniquement. Très bien. Mais avant d'aller à la profondeur de la question, permettez-moi de mettre le point sur les i. Allons-y. L'actuelle constitution de 2006, déjà nous savons, c'est une constitution qui a été mise en place sous la pression de belligérants, la communauté internationale. Nous connaissons tous les cadres de comment est-ce que nous avons pu avoir cette constitution. Je veux juste que nous puissions prendre de 2006 à 2026. Les experts ne cessent de nous dire que chaque année, la RDC perd au moins 10 milliards, plus de 10 milliards de dollars en détournement des deniers publics depuis 2006. Ici, je ne parle pas du régime de Félix Tshisekedi Tshilombo. Il y a encore certains experts qui disent que non, la RDC a connu plus de 300 cas de détournement. Connu, soupçonné et tout. Si on le met ensemble, c'est plus de 300 cas. Monsieur Manyong, il suffit que nous puissions prendre 10 milliards de dollars chaque année que nous perdons. De 2006 en 2026, nous sommes presque dans les 200 milliards de dollars qui sont partis dans les poches des gens, dans les poches des individus, des politiciens congolais. Sous l'œil de la justice congolaise. Sous l'œil, bien sûr. Je ne suis pas ici en train de dire que la justice congolaise est parfaite, uniquement ce sont des tests qui sont mauvais. Je suis en train de reconnaître qu'il y a un problème d'homme, mais je suis aussi en même temps en train de vous dire des failles structurelles qui favorisent l'exploitation de ces tests par les politiciens. Mais je vous lis d'abord parler de chiffres pour que nous puissions comprendre la dangerosité
Et combien de fois les détournements de deniers publics nous empêchent d'aller vers le développement. Je peux parler ainsi. Parler scientifique, c'est bien. Entrer dans les détails et dire avec détermination pourquoi la chose doit être inscrite dans la loi mère est une bonne chose. Mais si on ne dit pas, on ne parle pas de l'impact de cet acte dans notre vie, dans notre pays, on est en train de taper à côté. Monsieur Manyong, nous avons qu'un budget qui s'environne à combien? Je ne sais pas si j'ai une bonne mémoire, on parle de 20 milliards aujourd'hui, quoi que ce soit. Mais imaginez que de 2006 à 2026, les Congolais n'ont que 20 milliards comme budget. Je ne sais pas, 20 milliards ou plus, tant mieux. Mais nous avons perdu plus de 200 milliards dans les poches des individus. Savez-vous, avec 50 milliards, c'est qu'on pouvait faire? Rien qu'avec 50 milliards. Les Congos, aujourd'hui à Kinshasa, les haricots que nous mangeons sont produits très souvent à Goma, ou je dirais à l'Est. Mais ça ne vient pas directement à Kinshasa. Il faut que d'abord que ces haricots puissent sortir la RDC et Kinshasa importe ses propres haricots par manque de route. Mais pendant ces temps, il y a des gens qui ont détourné plus de 200 milliards de dollars. Et c'est la faute des tests. Maintenant, parlons des tests. Très bien. L'unificacité du code pénal de 1940. Je ne dis pas que le test est complètement mauvais. Mais on va faire voir l'inefficacité de ces tests. Très bien. Premièrement, il y a la prescription. Le code pénal a la prescription en ce qui concerne les détournements des deniers publics. Ce qui veut dire, après 10 ans, le dossier est classé. L'action publique s'éteint après 10 ans. Donc, le détourneur peut gagner du temps. En essayant de gagner du temps, une fois qu'il atteint 10 ans, c'est fini, il ne peut plus être poursuivi. Le temps devient l'avocat du crime. Deuxièmement, la procédure bloquée. La question de la procédure. Pour avoir un détourneur, il faut lever l'immunité, il faut l'autorisation, il faut le congrès à des tiers. Ce blocage des procédures permet au détourneur de disparaître l'argent, de disparaître le preuve. L'impunité de fait pour le haut cadre. Ce qui voudrait dire en quelque sorte encore, si les détourneurs est en odeur de sainteté, avec certainement, je dirais, le patron de sa plateforme, prenons l'Union Sacrée, si il s'attend bien avec ses leaders, il peut toujours être protégé et il ne sera point poursuivi. Pendant ces temps, nous manquons des écoles de qualité, des hôpitaux de qualité. Et vous allez demander aux amis de trahir leurs amis. Que dit-on? Toujours, les loups ne se mangent pas entre eux. Donc, vous pensez si nous changeons les tests, les loups se mangeront entre eux? Il n'y a pas question de changer les tests. Parce que là, je parle d'abord de failles structurelles. Je vais arriver au point de proposition. Okay. Ce qu'il faut faire maintenant, après. Très bien. Au-delà maintenant de la procédure bloquée, il y a aussi, les codes pénals n'a pas. Il y a l'absence de prévention. Les codes pénals n'est pas assez dissuasif. Les codes pénals punissent après le crime. Mais le code pénal ne soigne pas. Il n'y a pas de prévention. Il n'y a pas de mesures préventives. Il n'y a pas de mesures dissuasives qui poussent à un détournant de réfléchir 2 fois avant de poser son acte. Mais aussi, le peine financière faible. C'est vrai, il est vrai que le code pénal parle d'un remboursement total à 100%. Mais soyons maintenant logiques. Voici comment est-ce que de mauvais politiciens exploitent nos tests. Exploitent nos mauvais tests. On parle du remboursement à 100%, mais il suffit de voir le procès médiatisé dans notre pays. Il n'y a aucun remboursement total. Et la faute à qui? À nos politiciens, comme vous venez de le dire, ou au texte? Exactement. Tu sais, M. Manyong, raison pour laquelle j'insiste sur un fait. Il y a un problème de test, il y a un problème d'homme au Congo. Vouloir n'est pas toucher le test. Espérer certainement que nous aurons des mauvais hommes, nous aurons ces mauvais hommes quand les jeunes de notre génération, parlons M. Manyong, la plupart, aujourd'hui, lorsqu'ils sont en train de faire la politique, ils pensent à devenir millionnaires. Ils ne pensent pas à bâtir les Congos, c'est réaliste. La majorité, les opposants aujourd'hui,
Ils sont en train, les jeunes soutiennent leur leader pour quelle raison? Si aujourd'hui lui aussi arrive au pouvoir, nous aussi, ça sera notre tour. On va aussi régner. Et vous faites l'exception. Je suis en train de dire, je ne sais pas. Le temps nous le dira. Je ne sais pas. Moi, je ne peux pas venir, je ne peux pas parler de moi-même. Je trouve ça un peu bizarre. Quand je parle de jeunes, je me mets aussi dedans. Raison pour laquelle je vais avoir des tests qui me combattra si un jour je change. Si un jour je deviens président de la République, je deviens ministre et que je vais à l'encontre de ce que j'ai dit, aujourd'hui je suis en train de proposer des tests qui combattra ces mauvais cœurs, qui me poussera à réfléchir. Les tests qui seront exploités par des hommes, entre guillemets des mauvais hommes, vous ne pensez pas que les mauvais hommes qui exploitent, même si les tests sont bons, on dit toujours, s'il y a un fruit pourri parmi les fruits bons, les bons seront toujours pourris. Vous ne pensez pas qu'un mauvais homme parmi des bons tests, les tests seront aussi contaminés? Je ne refuse pas. Ouais. Mais si nous voulons certainement, comment dirais-je, soigner notre classe politique, on ne peut pas soigner notre classe politique sans améliorer nos tests, M. Magnon. Et nos hommes? Les hommes, nous devons nous battre pour que nous ayons de bons hommes. Voyez-vous, au sommet du pouvoir. Je ne suis pas contre. Mais même si nous avons de bons, tant que nos tests seront remplis de failles, rien ne marchera. Le bon test va uniquement accompagner ces bons qui seront au sommet demain ou le lendemain. Nous combattons pour deux choses. Nous combattons pour une classe politique lucide, une classe politique patriotique. Mais l'honnêteté intellectuelle nous pousse certainement à reconnaître ce qui est réellement dangereux comme étant les failles structurelles de nos tests. Raison pour laquelle nous sollicitons ou nous voulons avoir une constitution qui combat pour l'intérêt national. Je vais ici encore préciser une chose. Je ne soutiens pas de réforme constitutionnelle pour le président de la République, Félix Tshisekedi. Très bien. Je soutiens les réformes constitutionnelles pour l'intérêt national. Vous n'allez pas me demander, M. Magnon, de soutenir une constitution qui laisse une porte ouverte à l'effritement de notre souveraineté. Vous n'allez pas me demander de soutenir une constitution qui permet le découpage fait à la machette sans étude de viabilité. Vous n'allez pas me demander de soutenir une constitution qui garantit rien en lien avec la jeunesse. Vous n'allez pas me demander de soutenir une constitution qui garantit l'impunité de faits pour les hauts cadres. Raison pour laquelle lorsque nous proposons la constitutionnalisation de la répression, constitutionnaliser la répression, premièrement, c'est pour qu'il puisse y avoir l'imprescriptibilité. Ça, c'est d'abord une mesure dissuasive. Aujourd'hui, je deviens ministre. Aujourd'hui, vous devenez ministre des Communications. Je le souhaite pour vous un jour, si Dieu le veut. Il y a imprescriptibilité. Donc, si quelque part, permettez-moi de parler à Lingala, ce que l'Iembo Mamboka, à 10 ans, 20 ans, 50 ans, bon, kangayo. Dossier effondrement. Ce qui monte au Kangaza, monte à sacré pour Mutoliosa, monte à sacré bagaron. Non. Problème n'est pas bon texte, mais je suis en train de vous donner un exemple. En 2010, d'accord, il y a eu la surfacturation militaire de 30% à 300%. Un détournement, un cas économique dangereux qui s'est déroulé à 2002, à l'époque de Joseph Kabila. En 2023, le pouvoir a voulu certainement ouvrir ces dossiers. Il a été frappé par la prescriptibilité. Il y a prescription, 10 ans. Et Coca qui déjà, on ne pouvait plus ouvrir ces dossiers. Le régime change. Raison pour laquelle j'ai dit c'est d'abord une mesure dissuasive. Donc, le voleur ou le détourneur n'est plus assez garanti. À tout moment, nous pouvons le poursuivre. Nos lois ne parlent qu'il y a des 5 ans d'une éligibilité si tu commets un forfait, un détournement. Mais nous parlons d'indignité à vie. Tu es condamné pour le détournement toute ta vie. Tu ne seras plus dans la fonction publique, tu n'auras plus un mandat politique. Pour toute la vie. Pour toute la vie. Ce sont des mesures dissuasives. Nous parlons de la levée automatique de l'immunité. Lorsque vous commettez l'infraction de détournement des deniers publics, il suffit qu'il puisse y avoir citation, poursuite, mandat d'amener contre vous, il n'y a pas question de procédure. Là, vous êtes d'abord présumé innocent, vous n'êtes pas encore condamné.
Exactement, j'ai dit, lorsqu'il y a poursuite. Mais il faut passer par l'immunité. Raison pour laquelle nous sollicitons la levée de l'immunité automatique dans la nouvelle constitution. C'est-à-dire, vous n'êtes plus protégé par l'immunité en cas d'infraction liée au détournement des deniers publics. Je ne le fais pas pour moi. Je le fais pour nos futures générations. Dès que vous êtes cité directement, dès qu'il y a soupçon, il y a soupçon. Dès qu'il y a un dossier contre vous lié au détournement des deniers publics, vous n'êtes plus protégé. Il n'y a plus question de l'immunité. Parce que c'est à cause de l'immunité que beaucoup ne sont pas poursuivis. C'est à cause de l'immunité que beaucoup sont dans l'impunité de fait. Il doit y avoir la levée automatique. Mais je vais encore plus loin pour mettre en place une constitution de combat contre le détournement des deniers publics. Frapper l'entourage. C'est-à-dire? Aujourd'hui, la question liée au détournement est une question de famille, des clans, des familles politiques, biologiques, des clans. Je détourne, je place l'argent dans les comptes de mon ami, Benjamin Condé, je cite peut-être. Je place l'argent dans les comptes des Manyang. On vient on miligote, je suis condamné, mais chez moi, on ne trouve rien. Je place l'argent dans les comptes de ma femme, ma marquise peut-être, de mes enfants, de ma sœur Moukeni. Je place l'argent. L'argent disparaît ainsi. Donc aujourd'hui, si on arrête un condamné, non seulement il y a la confiscation automatique de son patrimoine, automatique je parle bien, c'est à lui de prouver l'origine licite des biens qu'il possède. Par défaut de preuves, l'État condamne et confisque automatiquement son patrimoine, mais aussi le patrimoine de sa femme, le bien de ses enfants, ascendants, descendants, collatéraux jusqu'au 3e degré. L'infraction n'est plus individuelle. Voilà pourquoi est-ce que je parle parce que si nous touchons le code pénal uniquement, certains diront pourquoi pas toucher le code pénal, pourquoi la Constitution? Si nous touchons le code pénal directement, là nous tombons dans l'inconstitutionnalité. Mais si nous avons une nouvelle Constitution, cela nous permettra d'adapter notre actuel code pénal. Maintenant, en ces moments-là, dès que vous êtes condamné pour détournement, votre conjoint, votre époux et épouse, jusqu'au 3e degré, enfants, ascendants, descendants, on confisque leurs biens. C'est aux détenteurs, c'est à eux d'apporter le preuve lucide de l'origine de leurs biens. S'ils apportent de preuves lucides, il n'y a pas de problème. Mais par défaut de preuves, l'État saisit. Savez-vous pourquoi? Nous allons régler des questions liées à la perte d'argent. Et ce sont des mesures dissuasives. Ce n'est pas pour faire plaisir. C'est pour pousser le voleur à réfléchir 2 fois. Raison pour laquelle je dis, on doit arrêter avec ces théories, nous devons avoir de bons hommes. Non, il faut d'abord de bons tests qui combattent pour l'intérêt. Prenons encore un autre exemple. On a connu ici une affaire d'infrastructure. Je ne suis pas ici pour des citations des noms. En 2020, c'était très médiatisé. On a vu des familles se dérouler. On a vu des amis. On a vu de proches. L'argent s'est dissipé ainsi. Il y a eu un condamné. On a connu encore une affaire de rétrocession de 40%. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un condamné pour 3 ans, le remboursement de $200,000. Mais je peux vous dire, les $200,000 n'étaient que les 4% de l'argent détourné. Les 96% portés disparus. Mais ce n'est pas directement dans le compte. Ça ne sera pas dans mon compte ou dans votre compte. D'où il faut parler de l'entourage. Il faut frapper l'entourage. C'est juste une manière, c'est une mesure dissuasive. Comment pouvons-nous accepter d'avoir un budget de 20 milliards, mais perdre plus de 200 milliards de dollars dans des poches des gens? Div Kazadi, permettez. J'aimerais que nous restions un peu sur les faits. C'est très bien vos propositions, mais parlons un peu de la réalité. D'accord. Vous voyez,
Nous savons très bien les sphères politiques de notre pays. Nous avons eu des procès sur les détournements dans ces pays. Nous savons comment ça s'est terminé. Il y a eu les procès 100 jours. Vous savez très bien, Vital Kamerhe a été condamné, après acquitté par appel. L'argent disparu n'a pas été remboursé. Il n'y a pas eu remboursement d'argent. On n'a pas retrouvé l'argent, mais il y a eu des acquittés. C'est aussi un problème de texte. Ça, c'est de 1. De 2, les proches, entre guillemets, du gouvernement ou de la famille politique du président de la République sont interpellés mais pas arrêtés. On a eu dernièrement Sekanossi Kazadi, qui est l'argent des projets à rêve. Non, nous, on n'a pas vu l'interpellation, mais il y a les textes qui ne sont pas respectés, entre guillemets, par la justice via les pouvoirs, j'allais dire, en place. Vous pensez qu'il n'y a pas, enfin, vous avez dit il y a aussi un problème d'hommes, mais aussi problème des textes. Les entre guillemets mauvais textes selon vous que nous avons ne sont pas respectés par les hommes qui sont présents. Pourquoi? Parce qu'ils protègent leurs amis. Vous pensez qu'en ayant des bons textes selon vous, ces mêmes hommes vont respecter ces bons textes quand il y a un deal d'hommes? Kamerhe et Tshisekedi et Kamerhe et Kazadi et ceci ou cela. La famille politique, comme vous l'avez dit, se protège. Qu'est-ce qui va empêcher que la famille politique puisse se protéger quand vous savez très bien comment la justice de notre pays est malade, comment le président de la République, il y a pas mal d'instrumentalisation. On a des bons tests ou on aura des bons tests selon vos propositions. Mais qu'est-ce qui nous rassure que les hommes vont changer ou nous aurons des bons hommes quand les mêmes hommes, vous héritez de la politique, quand les Tshisekedi, les Kamerhe, vous héritez des mêmes politiques. Donc, vous aurez, entre guillemets, la même vision. Qu'est-ce qui nous poussera à dire que non, vous qui venez après, vous allez avoir les pouvoirs demain, vous allez faire différemment que les hommes politiques d'aujourd'hui quand nous sommes dans un même système. Merci, Monsieur Magnon. J'apprécie tellement la question qui m'a été posée. Mais permets-moi encore de dire quelque chose que j'ai dit au début. Très bien. Avant peut-être de vous répondre encore d'une autre manière. Le bon test, combat. Je dis combat. Je n'ai pas dit arrête. Très bien. Le bon test combat le mauvais homme. Le mauvais homme exploite le mauvais test. S'il y a cette facilité légendaire dans la scène politique liée aux protections, je dirais, désastreuses entre le politicien, c'est parce que ces politiciens exploitent nos mauvais tests, en quelque sorte. Mais l'homme est mauvais. Moi, c'est que je veux, acceptons que l'homme est mauvais. L'homme n'est pas bon, raison pour laquelle nous, chrétiens, nous parlons du Saint-Esprit. Parce que notre cœur, nous savons que certainement n'est pas bon. Moi, je reconnais la méchanceté de l'homme. L'homme est un loup pour l'homme. On le sait bien. On ne cesse pas de nous le dire. Arrêtons de croire à ces politiciens qui viennent avec des discours. Moi, si j'arrive, je ferai X. Mettons en place des tests qui favorisent ou qui sécurisent l'intérêt national. Moi, je pense d'abord à l'intérêt national. Si aujourd'hui nous avons un bon test, je ne dis pas qu'il faut qu'il y ait réforme constitutionnelle, après c'est le président qui doit rester au pouvoir. Je ne vois pas les choses dans ces termes-là. Ne me confondez pas. Moi j'aime mon pays. Je suis encore très jeune. Je n'ai pas encore atteint 40 ans. Je n'ai pas encore atteint 50 ans. Le leader de l'opposition, majorité de nos vieux, Kabound, mon ex-président Sessanga, Fayoulou, si nous citons, et tous, c'est des 50 matins. Ce qui voudrait dire que moi ici, je suis en train de voir le futur du Congo. Mais ce vieux du C64 voit d'abord l'opportunité que moi aussi je puisse devenir président. Là, j'avance. Nous sommes dans cette différence. Moi, je pense pour mon pays. D'où je sollicite le bon test. D'où je soutiens les réformes constitutionnelles. Vous n'allez pas m'empêcher à boucher le trou du bateau juste parce qu'on n'apprécie pas les capitaines. Nous devons laisser les passagers mourir juste parce qu'on n'apprécie pas les capitaines. Bouchons d'abord le trou et après on verra ce qui concerne les capitaines.
Pour répondre à votre question, il est possible que nous ayons un bon régime. Mais même si nous avons un bon président, et si vous dites que le président Tshisekedi n'est pas si efficace, voici, il protège ses amis, voici l'actuel gouvernement protège ses amis, quoi que ce soit. Selon plusieurs observateurs, il ne sanctionne pas vraiment. Il ne sanctionne pas vraiment. Mais au-delà de tout, le test favori, c'est là. Et si cette même personne venez vous dire, allons-y, réfléchissons sur la question de la Constitution, mettons en place des tests qui vont combattre les politiciens, M. Manyang. C'est de la lucidité, c'est de l'honnêteté intellectuelle. Peu importe ce qu'on peut faire aujourd'hui, peu importe notre engagement, tant qu'on n'a pas de texte qui combat pour le peuple, il est utopique d'espérer au changement. Commençons d'abord par là, et après on va voir avec les hommes. D'où tu vois, même dans nos propositions, nous parlons de rendre l'IGF autonome. L'IGF contrôle le gouvernement qui lui nourrit. Que dit-on? La main qui donne, c'est la main qui domine. Mais si aujourd'hui son budget est voté par le Parlement, il devient autonome. Cela lui permettra, en quelque sorte, de bien faire son travail si nous avons un bon IGF. Mais en ce moment, nous pouvons avoir un bon IGF. Il est appelé d'aller dans le ministère des Finances, prendre ses moyens de fonctionnement. Celui-là va encore contrôler le ministre des Finances. Il a exposé pas mal de détournements qui n'ont jamais été poursuivis par la justice. Mais pas mal de détournements qui n'ont jamais été poursuivis. Tu sais, quand on parle de détournements de deniers publics, on voit les hauts responsables du pays. D'accord? Nous voyons des politiciens, nous voyons ceux qui gèrent le pays. Mais ces gens-là sont protégés par l'immunité. Que peut faire le procureur s'il n'y a pas la levée de l'immunité? Est-ce que Moutamba a été protégé par l'immunité? Maintenant, je dis encore quelque chose ici. Ouais. Lorsque vous êtes en odeur de sainteté, avec votre famille politique, vous serez protégé. Mais ce n'est pas comme ça qu'on peut protéger les criminels. Au-delà de tout, sachons que la politique aussi, c'est un monde, c'est un monde, je peux dire, c'est pas un monde précis. C'est pas un monde très précis qu'on peut dire les choses doivent se faire seulement ainsi. C'est un monde d'intérêt. Si Moutamba, en quelque sorte, entre guillemets, dérangé, il peut facilement être cédé. Il ne sera pas protégé par ses immunités. Mais s'il ne dérange pas, il sera protégé. Mais posons-nous maintenant la question, combien de personnes nous avons protégées? Jusqu'au point de perdre plus de 200 milliards de dollars, on n'a qu'un budget de 20 milliards, M. Manyang. D'où, si dans la nouvelle constitution, il y a la levée automatique, si nous avons un bon procureur, il pourra faire son travail. Je ne dis pas ici, M. Manyang, très bien, que le détournement des deniers publics prendra fin avec ma proposition, mais nous allons le réduire systématiquement. Ça inquiète au niveau où les gens ou les politiciens, je dirais les détourneurs, sont interpellés par la justice, jugés et blanchis, on n'a pas retrouvé l'argent. Là, on dirait que c'est un problème de bons textes. Monsieur Manyang, tu sais ce que j'apprécie, en quelque sorte. Tu me relances magnifiquement. Je n'ai pas même l'impression d'être vraiment dans un duel. J'ai l'impression d'être en face d'une personne qui est touchée, que vous voulez vraiment le changement. Mais vous êtes pité par les hommes. Vous ne voyez d'abord que les hommes. L'homme peut changer, M. Manyang. Je ne suis pas ici en train de vous dire, moi, M. Div Kazadi Chamazaba, le président du mouvement Sauveur du Congo, je suis meilleur, je suis bon. L'homme peut changer. L'équerre de l'homme est instable. Cet homme qui a quitté Deli Sesanga pour rejoindre la majorité entre guillemets en cherchant aussi son gain, son argent, cet homme-là qui va changer. Vous avez quitté l'opposition pour la majorité pour des besoins personnels. Tu sais, est-ce que c'est ce genre de permettez-moi vraiment, c'est ce genre d'homme que le Congo va changer par des bons textes? Ok. Déjà, permettez-moi ici, je salue le président Deli Sesanga. Votre ancien président. Mon ancien président. Vous avez rejoint la majorité, vous l'avez laissé dans l'opposition. Je vous réponds. Je lui salue. S'il faut parler dans notre pays, je cesse de le dire, des crèmes intellectuelles, il en fait partie. Malheureusement, aujourd'hui, je ne partage pas son combat. Parce que je sais que si demain, il devient président de la République, il va changer la Constitution. Tu vois un peu ce qui
gangrène notre scène politique, c'est vraiment cette honnêteté intellectuelle. Mais je comprends aussi le vieux, la soif du pouvoir. Mais moi, je ne pense pas au présent. Je pense à la future génération, comme je l'ai dit. Maintenant, je vais répondre à votre question. Très bien, allons-y. Je suis président de la Ligue des jeunes du parti Envol. Humblement, je peux le dire, j'ai contribué à ma manière à l'installation de ce parti dans ma communauté, ou dirais-je encore dans ma circonscription. Depuis que le président Félix Tshisekedi est au pouvoir, j'ai toujours été opposant. Une fois vous avez réussi le porte-parole, ici, à l'Afromédia, qui parlait de l'ADN, l'ONG, nous avons toujours eu un discours, je dirais, très dur à l'égard du pouvoir. Moi, je suis allé au parti Envol non pour soutenir le président de l'IC Sanga. Je suis allé au parti Envol pour soutenir la vision que prônait le président de l'IC Sanga. Il a changé de vision. Carrément, nous pouvons le dire. Parce que, avant d'aller au Congrès, le président, on a pu opter que nous irons seuls aux élections. Et on était en train de prôner une vision appelée la refondation du Congo. Moi, je défendais cette vision. J'ai donné le meilleur de moi pour cette vision. Moi, je crois à la vision. Je ne crois pas à l'individu. Comme je t'ai dit, l'individu change. Mais pour moi, il était rare de ces acteurs politiques qui possédaient une vision pour son pays. Mais on arrive aux élections. Le président, d'une manière unilatérale, se décide de se rallier à M. Moïse Katumbi. Il ne vous avait pas consulté? Non. Se décide de se rallier à M. Moïse Katumbi. Nous avons cédé la vision pour suivre un individu. Non, je ne peux pas suivre ça, M. Manyongo. Excusez-moi. J'aime tellement mon pays. M. Moïse Katumbi, en ces moments, ne portait aucune vision politique pour les Congo. M. Delis Sanga a porté une vision. C'est à vous maintenant, vous êtes journaliste d'investigation, de chercher à savoir pour quelle raison lui qui portait une vision peut lâcher sa vision pour soutenir celui qui ne porte aucune vision. Donc c'est la cause, c'est la raison. C'est la raison de mon départ. Okay. La raison de mon engagement a été la vision du président Delis Sanga. La raison de mon départ, c'est lorsque lui-même a arrêté de croire à sa propre vision. Mais je peux vous dire ici, j'apprécie l'homme. Tu sais ce qu'il m'a fait de bien dans ma vie? J'étais déjà patriote. J'aimais mon pays. Je commençais si jeune avec des actions politiques, des actions de terrain. Mais lui, il m'a aidé à quelque chose. Il m'a aidé à réfléchir pour les Congos. Il a façonné ma façon de réfléchir pour les Congos. Il m'a permis à comprendre qu'il ne suffit pas d'aimer le pays, mais aussi il faut réfléchir pour le pays. Et pourquoi vous n'êtes pas resté dans l'opposition? Vous avez préféré des régions dans la majorité. Comme je l'ai dit, je suis resté dans l'opposition tous ces temps. Je suis aujourd'hui en train de soutenir les réformes constitutionnelles parce que j'estime que ces réformes sont salutaires pour notre pays. En d'autres termes, les changements de la Constitution. Oui, les changements de la Constitution. Parce que j'estime que le changement est salutaire pour notre pays. Ici, je vois l'intérêt de la nation. Je ne suis pas parmi ceux qui disent le président de la République doit avoir un 3e mandat. Je ne suis pas dans ces discours. Moi, je suis d'abord dans le discours de mettre en place des tests qui vont nécessairement favoriser le développement du pays, qui va combattre le mauvais politique. Donc, si les Congolais ne se développent pas, c'est à cause des textes. Les tests favorisent le sous-développement. Je ne dis pas à cause du test. Les tests constitutionnels actuels favorisent le sous-développement. On parle des détournements des deniers publics. Mais il y a encore beaucoup d'autres points qu'on pourrait certainement citer. Nous pouvons faire tant des émissions, demain, le lendemain, le surlendemain. On y va test par test. Et je peux vous faire voir comment est-ce que les tests bloquent le développement du Congo. Monsieur Magnon, j'aime mon pays. Je suis jeune. Demain, le lendemain, j'ai besoin d'être candidat président de la République. Mais dans un tel état, ça serait difficile de laisser les empreintes. Vous pouvez nous citer une seule disposition de la loi, un article, un texte qui bloque à ce que les FARDC montent en puissance et récupèrent les territoires occupés par l'ennemi en 23 à l'Est. Vous pouvez nous citer aussi un article ou une disposition de la loi qui bloque à ce que les jeunes puissent avoir plusieurs opportunités ici au pays. Vous pouvez nous citer un seul texte qui bloque à ce que nous puissions, entre guillemets, faire les champs, faire de l'agriculture pour nous nourrir nous-mêmes d'abord. Quel est ce texte
qui bloque, entre guillemets, ces développements ou ces sous-développements? On y va. Très La bien. première question sur le FARDC. Très bien. On ne peut parler de l'armée uniquement en parlant de tel test. Mais quand je parle du découpage, le découpage fait à la machette, sans étude de viabilité, a injecté 4 poisons au Congo. La faillite généralisée, l'implosion des coûts, la guerre des chefs, mais j'arrive pour répondre à votre question, l'impuissance de l'État. Ce n'est pas juste une question de tests. La manière dont la Constitution a été mise en place ne permet pas aussi rapidement que nous puissions atteindre les développements d'une certaine manière. Et ça touche beaucoup de secteurs à la fois. Et dans l'impuissance de l'État, lorsqu'on parle des découpages, des provinces qui ont été mises en place sans étude de viabilité, de petites provinces sont sans armée, sans police, pas d'administration forte. Lorsque le 1-23 attaque, qui défend? Qui essaie à 2000 km? Donc, c'est les tests qui empêchent le gouvernement ou l'armée à affecter les militaires. Les tests favorisent. Écoutez, notre armée à ce jour a 200 000. On dit 200 000 hommes. Tu sais, les 1-23 sont au nombre de combien? On parle de 6 000 hommes. Ce qui veut dire, nous pouvons prendre que 20 000 hommes, leur déployer à l'est du pays. Et les tests empêchent? Non, s'il te plaît. On y arrive. Très bien. Je suis dans la pratique, en même temps je te fais voir le faille du test. Excellent. Je suis en train de vous dire combien de fois les hommes sont mauvais, mais en train aussi de vous dire, à notre côté, combien est-ce que les tests ne favorisent pas. Excellent. Je ne dis pas que les tests bloquent, ne favorisent pas. D'accord? Très bien. Nous pouvons que prendre 20 000 hommes, leur déployer à l'est, accepter de perdre 6 000 à 7 000 hommes, et nous allons récupérer les territoires. Mais savez-vous quoi? Après quelques temps, le 1-23 va revenir. Parce que la question de l'Est de notre pays, ce n'est pas juste une question de combat physique entre le militaire. On ne peut pas gagner l'Est du pays sans toucher à la diplomatie. Le Rwanda est un instrument de grande puissance, M. Manyang. Le Rwanda est la créature de grande puissance. Tu ne peux pas faire l'instrument d'une grande puissance sans passer par la grande puissance. D'où nous devons d'abord réussir notre diplomatie. Avant d'attaquer, il nous faut la diplomatie. Donc, laisser nos citoyens mourir en attendant de faire la diplomatie. Non, ce n'est pas question de laisser nos citoyens mourir. Mais c'est une question d'accepter la procédure qui permettra au Congo de pouvoir s'en sortir pour du bon. Donc, c'est la raison des replis stratégiques que nous avons vécu à l'Est. Nous avons vu à l'Est. Ouais. Pardon? C'est la raison des replis entre guillemets stratégiques que nous avons vu à l'Est, les militaires céder. Il fallait d'abord reculer pour que le président, le gouvernement aille en diplomatie. Après, il y aura entre guillemets Je suis en train de vous faire voir une chose. Oui. C'est la réalité. Ça, tu sais, c'est que nous ne voulons pas. Attends, comment est-ce que Paul Kagame est arrivé au pouvoir au Rwanda? Pourquoi nous voulons détériorer l'histoire? Il a été soutenu par de grandes puissances. Savez-vous pourquoi? Pour l'invasion masquée du Congo. Je vous demanderai de lire le livre de Charles Onana, Opération Turquoise. Pour l'invasion du Congo. Ça, c'était déjà l'ambition des grandes puissances. Pour certainement de pouvoir nous piller. Donc, ce n'est pas le Rwanda en soi le problème. Mais vous voulez demander à la RDC de se battre contre les grandes puissances? On est incapable, nous devons le reconnaître. Peu importe le chef d'État que vous mettrez en place. Incapable de protéger nos citoyens. Non, pas de protéger. On est incapable physiquement d'engager, je dirais, un combat avec les grandes puissances. Il nous faut de la technicité. Et la première technicité, c'est qu'il nous faut avoir une diplomatie forte. Je suis dans la réalité. Moi, je ne suis pas dans les sentiments. Même vous, M. Manyang, si vous étiez président de la République, dites-moi, pourquoi voulez-vous que sacrifiez votre population pendant que vous savez, ces gens-là que je suis en train de chasser reviendront après quelques temps? Donc, vaut mieux qu'ils restent là parce qu'ils reviendront. Pas vaut mieux. Il est préférable de ne pas tuer, d'engager un combat qui va tuer ma population pour rien,
en attendant de rassurer la diplomatie. Et une fois nous gagnons en diplomatie, et nous pouvons maintenant engager un combat. Mais ils sont là, ils tuent la population toujours. Non, M. Magnon. Là, on 23 je suis dans la population. Il n'y a pas quelque chose qui nous gangrène comme cette réalité. Très bien. Quelle est la solution selon vous? Vous êtes, heureusement, je suis ici, je ne peux pas vous poser des questions. Voilà. Mais votre cœur peut répondre. Vous êtes humain comme nous. Quelle serait la solution? D'où je dis, c'est une procédure qui fait mal, mais c'est la procédure la plus réaliste. Et cette procédure, permettez-moi là, le président Félix Tshisekedi l'a trouvé. Il a trouvé la réalité de l'Est. La diplomatie. Non. Lorsque le président est arrivé, il y avait une diplomatie silencieuse. Si aujourd'hui même, on reconnaît, la communauté internationale, les instances arrivent à reconnaître l'agression rwandaise, c'est grâce à la diplomatie. Qui jusqu'à là n'éprouve rien sur le terrain. Comment ça n'éprouve rien, monsieur? Les territoires ne sont toujours occupés. Mais exactement, c'est vrai. Il y a un peu de lenteur. Mais dès lors déjà il y a reconnaissance qu'il y a agression, c'est déjà un progrès. Parce qu'hier, même le fait de reconnaître cette agression n'existait point cohérent. On ne pouvait pas parler de l'agression rwandaise. Je suis ici en train de vous faire voir. Très bien. Dans la pratique, ce qui pose problème, mais aussi vous faire voir à combien de fois notre constitution ne favorise pas l'effort d'essayer de pouvoir lutter conformément comme il se doit. Pour lutter, il nous faut des routes. Voyez-vous? Très bien. Bon, on en manque de routes. Pendant que nous manquons de routes, rien qu'avec 1 milliard, M. Magnon, on pouvait vraiment régler la question des routes dans notre pays. Mais bizarrement, on a perdu des 5 milliards dans des détournements. La Constitution est passive. Voici pourquoi je parle de mauvais hommes, mais en même temps aussi de la Constitution. Mais s'il faut maintenant changer la Constitution pour mettre en place des tests qui combattent pour l'intérêt national, pourquoi pas? Je ne suis pas ici en train de défendre le président Félix. Je ne suis pas ici en train d'applaudir la gestion du président Félix Tshisekedi. Mais j'ai reconnu les failles de notre Constitution. Ça, c'est une réalité. Nous citons par là l'opposition. Il y a aussi d'autres questions que je n'ai pas répondu. Oui. L'opposition est contre ces changements, à l'entendre dire, parce que le temps n'est pas propice. Il y a guerre à l'est de la RDC, nos territoires sont occupés, donc s'il faut changer la constitution, apporter toutes les réformes que vous faites allusion, que vous apportez, c'est très bien étant citoyen congolais patriote, mais à l'est, il y a des territoires occupés. Et s'il faut changer, il faut passer par les référendums. Un référendum, chaque Congolais devra avoir son mot à dire, devra voter. Et s'il faut faire ce référendum, l'Est sera écarté. Pensez-vous c'est mieux pour un président de la République d'organiser un référendum pour le changement de la Constitution et une partie de son pays qui est occupée, qui ne participera pas? Ça ne dérange pas? Non. Déjà, nous devons essayer un peu de dire des choses correctement. Allons-y. Juridiquement, très bien. S'il y a référendum aujourd'hui, en ce moment précis, et que l'Est, les 8 millions, je crois bien, les 8 millions d'habitants de nos compatriotes à l'Est ne votent pas, cela ne donne pas le droit à ceux qui occupent, aux rebelles qui occupent l'Est du pays de déclarer ses contrats indépendants. Impossible. Ça, c'est un discours d'opposition. Impossible, je vous l'ai dit. Mais la population aussi peut être influencée et demander son indépendance. Non, en ces moments précis. En disant que non, vous avez abandonné, vous avez fait votre référendum. Monsieur Magnon, en ces moments précis que nous parlons, nous voyons des vidéos où certains habitants de l'Est qui demandent l'indépendance. La politique, c'est de la manipulation. Et là, maintenant, nous tombons dans les cas des mauvais hommes. Même dans l'opposition congolaise, il y a des mauvais hommes. Et ces vieux, en quelque sorte, majorité parmi eux sont des mauvais. Parce qu'ils pensent à leur intérêt, au vrai sens du mot. En 2006, il y a eu la question. On a mis en place, d'accord? On a mis en place une constitution. Mais je crois que c'était l'article 221 qui prévoyait quelque temps après l'effectivité du découpage. Ce qui est possible que nous mettons en place aussi une constitution aujourd'hui et prévoir et garantir après quelques temps, dès que le rebelle libère notre territoire, ils peuvent aussi voter. Leur droit peut toujours être garanti. La Constitution n'exige nulle part
que nous devons avoir 100% de nos territoires pour aller en référendum. Ce n'est pas une exigence constitutionnelle. Mais si nous devons mettre en place des tests qui seraient même avantageux pour nos frères qui sont à l'Est, devons-nous ne pas les faire? Ça encore, c'est une manière de les laisser mourir. Mais nulle part aussi, j'ai vu le président de la République dire que nous allons aller directement ainsi au référendum. C'est juste la procédure qui a été lancée. La date n'a pas été fixée. On ne sait même pas ce qu'un jour peut affronter. Nous sommes en train de passer cette émission. On ne sait même pas, en sortant ici, qu'est-ce qui peut nous arriver. Alors, il serait tellement utopique, il serait tellement injuste de dire que jusqu'à la fin de cette année, il est possible aussi que les rebelles quittent nos territoires. Donc, comprenez seulement, je voulais répondre à votre question en vous faisant voir qu'il n'y aura pas de péché si, en ce moment précis, nous allons au référendum. Oui. Il n'y aura aucun péché. Et on ne va pas perdre nos territoires. Ça, c'est le langage des politiciens. Et tu sais pourquoi? Les opposants insistent. Mais comme le dit Camille, la bêtise insiste toujours. Très bien, vous n'avez pas répondu à la question sur l'article qui empêche le développement de la jeunesse et de l'agriculture. Là, vous avez parlé de la sécurité, de l'insécurité. Très bien, je crois que nos auditeurs ont compris, c'est à eux de juger. Changement de la Constitution, il faut des réformes constitutionnelles. Les articles, les lois, des textes qui bloquent. Quels textes bloquent le développement de la jeunesse? Aujourd'hui, les jeunes crient au chômage. En parlant de la FARDC, c'est vrai que je suis allé selon votre livre. Très bien. Je vais encore épingler une petite chose. Allons-y. Nous avons connu le mixage et braquage en 2009-2013. Très bien. Je vous dirai, c'est en guise de l'article 217 de notre Constitution que le Congo est infiltré. Ça, c'est aussi un problème de Constitution. Vous êtes journaliste, vous pouvez vérifier. La défense a été faite au travers de l'article 217. Nous avons cédé notre souveraineté militaire. C'est l'effritement de l'armée. Ça fait partie de réalité. On ne peut l'ignorer. Je vais répondre à votre question, M. Magnon. Très bien. Nous parlons de la jeunesse. Je suis content parce que je suis content d'une chose. Vous êtes parmi ceux qui pensent toujours à la jeunesse. Très bien. À 18 ans, vous avez voté. À 18 ans, il y a un jeune qui est allé à l'armée et qui est parti, qui est mort dans l'est du pays. À 18 ans, vous payez l'impôt. D'accord? Très bien. Mais on se rend compte d'une chose. Limitation de cet accès aux responsabilités politiques. À 18 ans, je peux mourir pour mon pays, mais je dois attendre 7 ans ou 12 ans pour voter des lois qui vont à mon intérêt. Pour proposer ou faire des lois qui vont à mon intérêt. C'est disqualifier la jeunesse. J'aurais souhaité que nous puissions avoir une constitution dont l'âge d'éligibilité puisse être de 21 ans. Comme sous d'autres cieux. Je ne suis pas ici en train de parler par émotion. Je parle du Canada, je parle d'Autriche, je parle de Botswana, je parle de Chypre. Nous pouvons aller voir. Conséquence, nous avons plus de 45, nous avons majoritairement de vieux de plus de 45 ans qui votent sur l'emploi, sur l'entrepreneuriat, le numérique, sans vivre ou sans avoir vécu la réalité de moins de 30 ans. Déséquilibre. On décide pour nous sans nous. L'actuelle Assemblée nationale, c'est vrai, il y a des jeunes, je ne dis pas les contraires, mais majoritairement, ce sont de vieux. Ça, c'est un problème que nous souhaitons, nous, Mouvement Sauveur du Congo. Un problème, une réalité qui doit être réglée dans la nouvelle constitution. C'est ça qui va résoudre les problèmes des chômages des jeunes. Non, ça fait partie. Ça fait partie des désavantages de la jeunesse. On parle de la jeunesse. Voilà. Je prends encore la réalité liée au quota. L'article 14 de notre Constitution impose la parité homme-femme. La Constitution fait des promesses en lien avec la jeunesse. Vous aurez des emplois, quoi que ce soit, tout ce que vous venez de lucider. Mais la Constitution n'impose pas les quotas pour les jeunes. Dans le Parlement,
dans nos institutions, gouvernement, il n'y a pas un quota où on dit clairement, ces quotas, c'est pour le moins de 35 ans. Conséquence dans ces pays, on parle de l'avenir. On décide pour l'avenir. On dit la jeunesse, c'est l'avenir du pays. Mais sans consulter ou sans que la même jeunesse soit dans la table des décisions. La Constitution ne favorise pas. Je souhaiterais de constitutionnaliser le Conseil national de la jeunesse. Le Conseil national de la jeunesse doit devenir, je dirais, un organe consultatif. Avant un projet de loi pour l'emploi, l'entrepreneuriat, le numérique en lien avec la jeunesse puisse être adopté à l'Assemblée nationale, le Conseil national de la jeunesse doit donner son avis obligatoirement. Ça, c'est faire participer la jeunesse à sa destinée. Vous m'avez posé la question liée à la Constitution avec les jeunes. Le désavantage, et je vous fais part des désavantages liés à l'actuelle Constitution avec la jeunesse. Donc, c'est pas si nous comprenons bien votre exposé. Donc, c'est parce que les jeunes ne sont pas, entre guillemets, majoritairement à l'Assemblée nationale qu'il y a beaucoup de jeunes chômeurs dans la cité. C'est parce que les jeunes ne sont pas majoritairement à l'Assemblée nationale qu'il y a peu d'opportunités pour les jeunes dans la cité. C'est parce que les jeunes ne sont pas majoritairement à l'Assemblée nationale qu'on demande les 5 ans d'expérience avant d'être engagés. C'est parce que les jeunes ne sont pas majoritairement à l'Assemblée nationale que les jeunes n'ont pas d'emploi. Le problème, c'est ça. J'ai étalé de faits constitutionnels qui empêchent qui ne favorise pas la jeunesse. Mais permettez. Très bien. Qui ne favorise pas la jeunesse. Nous parlons des réformes constitutionnelles, M. Magnon. D'accord? Très bien. Et je mets en place de faits, des tests, la réalité de notre constitution qui ne favorise pas la jeunesse. Maintenant, dans notre côté, il y a aussi les problèmes d'hommes. Donc, je suis toujours dans ma logique qu'au Congo, il y a un problème d'hommes, il y a aussi un problème de tests. Et la destruction ainsi que le sous-développement du Congo, c'est la coopération entre les deux. Le bon test va combattre le mauvais homme exploite les mauvais tests. La Constitution n'est pas sacrée, c'est le pays qui est sacré. D'où je sollicite qu'il puisse y avoir changement de l'actuelle Constitution. Si d'ailleurs je soutiens les changements, c'est juste pour l'article D. Je suis parmi ceux qui parlent et ceux qui proposent la réfusion partielle. Réduire nos provinces en 15, mettre en place une étude de viabilité, plus la vraie rétrocession. Il y a beaucoup de choses à en parler. On peut même parler de la rétrocession. Le problème, l'absence de verrouillage de cet article lié à la rétrocession, qui cause encore des dégâts. On en parlera peut-être prochainement. Très bien. Vous m'avez posé la question sur l'agriculture. L'agriculture, oui, ensuite c'est ça. Je vais vous dire, au Congo, il n'y a pas un problème de production. Je viens de parler ici des haricots. Mais savez-vous, le plus grand défi du Congo, c'est l'évacuation. Le maïs produit à Kasaï pourrit en pleine route. Parce qu'il y a un problème d'évacuation. Il n'y a pas assez de routes. Ça, c'est la Constitution qui bloque. Non. Le gouvernement. Déjà là, permettez-moi de saluer le président de la République avec le projet des 145 territoires. Au-delà de la Constitution, il y a de la volonté mise en place pour régler le problème. Aujourd'hui, il n'y a plus question d'impôt sur les intras. C'est déjà quelque chose de... C'est une chose merveilleuse pour le développement et ainsi pour régler la question de la faim. Avec l'agriculture, ce n'est pas un problème d'abord. Moi, personnellement, je crois le porte-parole était ici. Nous sommes dans l'agriculture avec l'ONG ADN. Très bien. Mais nous sommes aussi frappés par la réalité des routes. On produit à Inkene. Mais parfois, ça nous prend des jours pour sortir rien qu'à Maloko. Les tests bloquent. Je ne suis pas en train de dire les tests bloquent. Je n'utiliserai jamais ça. Très bien. Les tests ne favorisent pas. Ok. Donc, moi ici, je cherche à faire comprendre que dans notre pays, nous n'avons pas seulement un problème d'hommes. Il faut pas qu'on continue à dire que c'est un problème d'hommes, c'est un problème d'hommes.
c'est aussi un problème des tests. Et alors, s'il faut changer des tests, changeons-les pour le bien du Congo. Mais j'ai compris. Monsieur Magnon, lorsque vous me parlez de la jeunesse, je saisis cette opportunité pour dire quelque chose, s'il te plaît. Savez-vous, monsieur Magnon, c'est la vision qui donne l'âge. C'est pas l'âge qui donne la vision. Je veux vraiment que les jeunes puissent être impliqués dans la vie de leur pays. On a vu l'histoire des grandes révolutions avec des jeunes. Alexandre le Grand n'avait que 20 ans. Il a mis en place, ou il a pu avoir, l'un des plus grands empires. Jeanne d'Arc, 17 ans. Il a pu régler la question de la guerre de 100 ans. Je dois parler de Sékou Touré, de Napoléon Bonaparte. Le Facebook que les opposants de C64 utilisent pour manipuler la population d'une certaine manière a été mis en place à l'époque par un jeune de 23 ans. Pendant ce temps, notre constitution ne favorise pas la jeunesse. Très bien, merci. Je crois qu'on va finir avec ces mots. C'est très fort. Je crois la jeunesse congolaise est témoin. Les autorités aussi nous ont entendus. La jeunesse congolaise n'est pas favorisée, la jeunesse congolaise n'est pas au centre de développement même de ces pays. Peut-être c'est la raison pour laquelle le Congo ne se développe pas, parce que la jeunesse congolaise n'est pas impliquée. Merci Div Kazadi pour votre intervention. Merci aussi à vous auditeurs internes. Comme je l'ai dit à l'entame, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Il y a des débats comme ça qui favorisent toujours le développement du pays et vous ne manquerez pas d'être notifié à chaque fois que nous avons émission. On finit aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Merci.